Et voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous pour ce 5e Good Morning Teams. Ce matin, je reçois Guillaume Meyer. Guillaume, Salut tout le bonjour. monde. Salut tout le monde. Un grand bonjour à tout le monde depuis Los Angeles. Il est minuit pour moi en fait, bientôt. Donc c'est un good morning ou good evening, je sais pas encore, mais merci de m'avoir invité en tout cas. Bah, écoute, c'est super. Guillaume, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire du coup, mais que fais-tu donc aux États-Unis? Bah, écoute, je suis l'heureux fondateur d'un éditeur de solutions SaaS qui s'appelle SalesTeam. Je suis MVP depuis 6 ans, maintenant plus de 6 ans, en particulier sur les solutions Office 365 et sur Microsoft Teams depuis en fait le tout début, depuis la V0, depuis la bêta. Et SalesTeam, en fait, on crée des solutions pour Microsoft Teams, en particulier sur l'automatisation de la gouvernance et l'intégration des applications métiers dans Microsoft Teams. Voilà. D'accord. Bon, Et plus bah écoute. particulièrement, en ce moment, je suis à Los Angeles parce qu'en fait, je m'installe à Los Angeles, vu qu'une partie significative de notre activité maintenant est aux États-Unis. Voilà. Eh ben, c'est des très bonnes nouvelles tout ça. Ouais, plein de belles aventures, une belle aventure. Donc, t'es pas très loin de Santa Monica Beach? Exactement. Et tu vois, j'ai mis exprès le fond d'écran customisé Microsoft Teams avec les palmiers et tout. Ah, ça donne envie, hein. Franchement, Ouais. j'étais il y a 3 ans jour pour jour, tu vois, et, T'es le bienvenu si tu passes dans la région. et ben, c'est sympa. Du coup, je te propose, si tu veux bien, de passer en revue l'actualité Microsoft. Je dis du jour, mais en fait, c'est d'hier soir, du Ouais, coup. absolument. Et puis, n'hésite pas à la commenter. Si tu as des infos, toi, additionnelles, Mhm. n'hésite surtout pas à la compléter. Ok, Ça te va? parti. Alors, euh, Microsoft en fait a annoncé du coup hier une refonte d'envergure de ses offres dédiées aux services en fait Windows IoT Core et Windows IoT Enterprise en 2021. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va fusionner les deux. Et il ne restera plus à terme qu'en 2021, donc le Windows for IoT pour entreprise. Et là, l'avantage en fait de cette solution-là, c'est que ça va ajouter plein de nouvelles fonctionnalités, et notamment dans celles qui sont a priori les plus intéressantes. Il y aura en fait l'extension de la prise en charge du silicium. Donc c'est en fait un type de processeur, hein, puisque jusque pour l'instant c'était que de l'ARM. La réduction jusqu'à 40% de la taille du système d'exploitation sur la machine en fait sur laquelle on va installer cette version de Windows 10. Euh, et puis également, en fait, on aura la possibilité aussi de travailler avec du Linux dessus grâce à des Linux containers pour Azure IoT Edge, qui est un nouveau service qui va arriver également. Et donc Est-ce toutes que tu sais, ces... est-ce que tu sais si cette avancée, elle est liée aux avancées de WSL sur Windows? Parce qu'en fait, il y a eu l'annonce aussi de la part de Docker très récemment que Docker pour Windows utilisait maintenant WSL pour exécuter un système Linux sous-jacent. Je suppose que c'est lié aux mêmes travaux en fait. Alors, je n'ai pas l'info, mais je pense que on doit pas être loin, effectivement, Je de ce pense. que tu viens de dire. Parce qu'on utilise, pour info, on utilise abondamment donc WSL, Windows Subsystem for Linux, dans le cadre de nos développements, où on développe en fait sur les systèmes Linux depuis des machines Windows. Et tout le travail que Microsoft a fait pour incorporer ces fonctionnalités Linux, je suppose que c'est ce qu'on va retrouver dans les systèmes embarqués à terme. En tout cas, c'est le même type de travail qui a été derrière. Ah bah écoute, je pense qu'on aura de toute façon la possibilité de le tester très rapidement là en avant-première, en bêta. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on demande à tester ça rapidement pour pouvoir effectivement confirmer cette hypothèse. Euh, Autre actu un peu moins drôle cette fois-ci, comme vous le savez, du coup, l'épidémie de Covid a inspiré également des pirates informatiques, et Microsoft a notamment découvert une campagne d'hameçonnage, donc c'est du phishing hein, en anglais, qui profite de cette pandémie mondiale pour piéger les internautes. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que chez Microsoft, du coup, ils ont
un service en fait de sécurité. Comment dire, regarder un petit peu tout ça de plus près. Et ce qu'ils ont regardé, c'est que ce phishing derrière, le pirate en fait souhaite prendre la main sur l'ordinateur à distance. Et pour ça, en fait, il a lancé une ampleur de mails incroyable depuis le 12 mai. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la victime reçoit un email qui lui propose d'accéder aux dernières statistiques sur le Covid-19. Pour ça, du coup, il y a une pièce jointe avec une feuille Excel dans le corps du mail. Il clique dessus. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va tout simplement ouvrir une macro qui va ensuite lancer l'installation d'un logiciel qui s'appelle Net Support Manager, qui permet ensuite, du coup, de prendre la main sur le poste. Donc ça, c'est pas très cool du coup pour tous les curieux, ou en tout cas ceux qui veulent avoir des statistiques sur cette pandémie. Je rappelle que vous pouvez d'ailleurs les avoir sans avoir un fichier Excel, c'est-à-dire en allant directement sur Bing en tapant Covid-19, puisque vous avez du coup un tableau de bord du Johns Hopkins Center qui est disponible. Et la recommandation, du coup, c'est que comme toutes ces pièces jointes-là, elles évoluent en plus depuis 15 jours, donc on ne peut pas vraiment les détecter ou les stopper de manière systématique. Donc du coup, en fait, la recommandation de Microsoft ici, c'est de ne pas ouvrir les pièces jointes qui sont liées à des emails sur le Covid. Qu'on peut également, dans Excel, bloquer l'exécution des macros. Ce qui permet du coup d'éviter aussi, malgré tout, si on cliquerait par inadvertance sur la macro, de l'exécuter. Et puis derrière, de toute façon, c'est une bonne pratique. Quand on reçoit un mail d'un expéditeur inconnu, on n'ouvre pas en fait, en gros. On va passer maintenant à Microsoft Teams. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, c'était la Microsoft Build et il y a eu notamment pas mal d'annonces sur Teams. Et on peut dire que Teams fait le carton plein de nouvelles fonctionnalités là, depuis cette annonce. Et notamment, en fait, plusieurs annonces. La première, c'est que l'effet pandémie a, on va dire, quasi doublé le nombre d'utilisateurs, puisqu'on est passé de 44 millions en mars à 75 millions en avril. Donc ça a été un gros succès de Teams comme plateforme, on va dire, de télétravail. L'autre annonce, c'est que Microsoft intègre encore quelques technologies Skype dans Teams, et notamment la diffusion de Skype TX, qui est une solution en fait qui permet aux diffuseurs de pouvoir combiner la prise en charge NDI et derrière pouvoir diffuser en fait le flux vidéo sur des solutions comme OBS, Wirecast, XSplit et Streamlabs pour faire la diffusion professionnelle de streams issus d'un Skype et donc maintenant d'un Teams. Bien sûr, la deuxième grande nouvelle, c'est que Microsoft en fait a annoncé qu'il va publier tout un tas de modèles d'équipe dans Teams. Et donc, ces modèles, en fait, ça va permettre aux utilisateurs de choisir plusieurs modèles personnalisables lors de la création d'une nouvelle équipe. Donc, actuellement, de mémoire, il n'y en a que 3. Sauf si on est dans l'éducation, on en a quelques-uns en plus, puisque du coup, on a des modèles spécifiques pour l'éducation. Et là, on va en rajouter tout un tas d'autres qui vont être, du coup, conditionnés finalement au type d'industrie, alors même si ce n'est pas forcément une industrie, mais ça peut être du service, mais au type d'entreprise dans laquelle on se trouve, on va avoir des modèles préconçus. Et donc, du coup, ils en prévoient à peu près 12, si je ne dis pas de bêtises. Et ces modèles, du coup, pourront être créés par les administrateurs et également aussi par les utilisateurs en fonction de la gouvernance qui est choisie. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse actu là-dessus. Et du coup, je me posais la question, Guillaume, pour la solution Sales Team, est-ce que ça a un impact? Qu'est-ce que tu vas faire du coup en complément du coup de cette annonce? Bon, déjà, c'est une super nouvelle pour les utilisateurs. Je veux dire que enfin, on va pouvoir avoir des modèles d'équipe pré-packagés. Pour l'info, quand même, c'est une technologie, ces modèles d'équipe, qui étaient déjà intégrés dans Teams depuis à peu près 1 an, puisqu'en fait, ces modèles d'équipe sont utilisés dans Teams for Education et dans d'autres secteurs d'activité.
Donc le modèle en fait qui est sous-jacent était déjà présent depuis un petit moment. Là, ce que Microsoft fait, c'est le rendre visible en fait à l'ensemble des utilisateurs. Donc c'est une super opportunité. Et je pense que ça va être aussi une super opportunité pour les équipes conseil, notamment tous les gens qui accompagnent en fait les entreprises pour ajuster en fait ces modèles. Parce que à l'usage et de l'histoire de Microsoft qu'on connaît un petit peu, ils ont eu en fait une philosophie sur les modèles qui est la leur, qui a une vision qui est souvent très américano-américaine. Et qui donc va nécessiter un certain degré d'adaptation, je dirais même un degré d'adaptation certain. Ça, c'est le côté générique. Pour Cellsteam, en fait, finalement, c'est plutôt une excellente nouvelle et c'est même pour nous une opportunité encore plus grande parce que on avait déjà beaucoup d'équipes et maintenant on va avoir beaucoup de modèles. Donc en fait, en termes de gouvernance, la gouvernance de ces modèles en eux-mêmes et de quelle sécurité on va appliquer derrière et comment on va gérer ce volume-là, finalement, ça fait que renforcer notre positionnement qui est de dire on va automatiser la gouvernance. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de modèles ou de nouveaux modèles, bah, c'est une nouvelle problématique de gouvernance. Donc, plus que jamais, en fait, c'est vraiment notre positionnement. Ça valide complètement ce qu'on a fait depuis 2 ans maintenant. Et puis, en particulier, ce que ça va permettre de renforcer, c'est d'appliquer tout ce que Cellsteam fait en termes d'application, d'automatisation de la gouvernance et de la sécurité en particulier. C'est-à-dire que ça va nous permettre, nous, de nous concentrer en fait sur ce qu'on fait et que Microsoft ne fait pas, c'est-à-dire des modèles d'équipe et des processus très avancés. Par exemple, provisionner des planeurs, copier des documents, des modèles d'équipe. C'est rentrer vraiment dans le détail des processus métiers. Donc on va pouvoir se concentrer là-dessus et sur l'application des règles de sécurité à grande échelle. Donc en fait, pour nous, ça nous enlève plutôt un certain nombre de choses qu'on avait à maintenir aujourd'hui nous-mêmes. On est plutôt très heureux de ne pas avoir à maintenir cette partie-là. Microsoft le fait et c'est tant mieux. Et en fait, ça va créer du volume d'activité dans Teams. Donc plus que jamais, en fait, ça fait plus d'activité dans Teams, donc plus de besoins d'automatisation de la gouvernance. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, je t'invite à suivre notre compte sur Twitter, à LinkedIn. On a 2-3 annonces qui vont paraître dans les jours qui viennent et qui vont notamment tout à fait compléter ce que je viens de dire et l'illustrer avec des nouvelles fonctionnalités liées à ces modèles en fait que Microsoft va publier. Donc en fait, on est globalement très excités. Et globalement, cette dernière période, au-delà de l'aspect difficile du confinement et des difficultés que les gens peuvent rencontrer, cette explosion en fait du taux d'utilisation de Teams, pour nous, c'est formidable. Ça nous génère des tas d'appels entrants et on a plein de nouveaux leads. Et donc, c'est une période qui est totalement stimulante, extrêmement stimulante pour nous. D'accord. Du coup, j'avais quand même une petite question, puisque jusqu'à présent, pour créer des équipes Teams en utilisant les modèles qui effectivement étaient plutôt cachés, il fallait utiliser Graph API. On pouvait le tester, notamment la création assez simplement avec l'Explorer de Graph API. Est-ce que quand Microsoft annonce qu'il y a des nouveaux modèles, est-ce que c'est toujours via Graph API ou est-ce que c'est via l'interface comme les 3 modèles qu'on a en standard? En fait, ça va être donc les deux. Il y a donc une extension des API pour supporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, donc au niveau du graphe. Et 2, au niveau de l'interface, au moment de la création d'une équipe, on va pouvoir sélectionner et personnaliser avec un certain degré qui est assez limité, mais personnaliser un minimum ces modèles standards. Et puis pour les administrateurs, et c'est une opération qui est aujourd'hui encore technique, les administrateurs vont pouvoir donc créer des modèles eux-mêmes et les publier. Aujourd'hui, ça va être quand même une opération qui n'est pas si neutre que ça. Enfin, je veux dire que ce n'est pas une opération pour les utilisateurs finaux. Et un feedback terrain quand même là-dessus. Les modèles d'équipe, quand on a besoin de modèles, c'est qu'on va créer très souvent des équipes. Et qu'on va en créer un certain nombre. Ça veut dire qu'on est vraiment très lié à un processus métier. Et donc le fait de déléguer ou d'imposer aux administrateurs eux-mêmes de créer et surtout de modifier, de faire évoluer ces modèles dans le temps, ça va être un énorme goulot d'étranglement. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait déjà faire des choses comme ça. On a des clients qui ont essayé de faire eux-mêmes des choses avec des modèles. Mais dès que c'est l'IT en fait, qui est amené à gérer ces modèles dans le temps, en fait, ça devient un énorme goulot d'étranglement et ils ne savent pas le gérer. Donc ça, c'est une première limitation aujourd'hui que je vois. Une deuxième limitation qu'on peut aborder aussi, je pense, c'est l'absence de ciblage. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entreprise, a priori, tout le monde va voir tous les modèles. D'accord. Sauf qu'en fait,
si tu as un modèle de gestion d'opportunités commerciales pour tes grands comptes aux USA, ça ne va pas être le même modèle que les opportunités commerciales pour la France, pour les PME. Je veux dire qu'on risque très vite d'avoir un volume en fait, de modèles qui est significatif. J'attends de voir comment on va pouvoir gérer à grande échelle sur des comptes qui sont multilingues aussi, cette question-là. Comment on va pouvoir filtrer, trier, les cibler. Donc je pense que pour Microsoft, c'est un moyen d'amener aussi de nouveaux utilisateurs, de nouvelles sociétés de conseil à utiliser Teams. C'est pas aujourd'hui une solution pour gérer des modèles à grande échelle dans une entreprise. En tout cas, il va manquer beaucoup d'outillages autour pour ça. Donc c'est pour moi, comme je le disais, un très bon outil pour amener de nouveaux clients dans Teams. À l'usage, il va y avoir pas mal de boulot pour des gens qui font du conseil, par exemple, comme Kevin et d'autres. Non, mais c'est vraiment une opportunité intéressante. Mais ça répond pas à tout aujourd'hui. Hein. Ça va quand même être une aventure. Eh ben écoute, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va la suivre, cette aventure. Ouais, ça va être passionnant. C'est passionnant. J'enchaîne sur deux dernières actus, et puis après on passera au quiz. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais du coup, Microsoft en a profité aussi pour ajouter tout un tas d'outils de la plateforme Power, avec notamment Power Apps, directement dans Teams. Et en fait, ça va permettre justement aux utilisateurs qui utilisent Teams de pouvoir utiliser encore plus Power Apps directement, avec notamment la possibilité de créer aussi des chatbots dans Teams, d'avoir un Power Virtual Agent, et derrière, on va avoir aussi le support du SSO, qui a priori n'était pas encore disponible. Donc là, maintenant, ce sera le cas. On va avoir aussi également des annonces et des nouveautés sur Power Automate, donc qui est l'outil de workflow, le nouvel outil de workflow, en fait, on va dire, sous-jacent de la plateforme. Et puis, bien sûr, on aura la possibilité aussi de partager tout un tas de rapports Power BI directement dans Teams. Donc ça, c'est quand même assez merveilleux de voir que toutes ces nouveautés arrivent enfin, puisque c'était quand même assez attendu, parce que c'était des choses qu'on avait accès dans SharePoint, qui est le back-office de Teams, et pas dans Teams. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Ouais. Et tout ça, en fait, est rendu du coup possible avec toutes les infrastructures software derrière, et notamment tout ce qui va être composants fluides, qui vont apporter aussi tout un tas de nouveautés également sur la partie coédition, qui était déjà existante dans Teams, SharePoint et OneDrive, mais qui va aller encore au-delà. Ouais, qui était disponible en fait via Office. Qui était vraiment tout à fait. Via Office. Là, ce que ça va ouvrir, c'est d'avoir ces capacités de coédition dans d'autres types d'objets ou d'autres types de documents. Je ne sais pas comment les appeler. Donc ça aussi, c'est vraiment très, très, très excitant. Ça ouvre plein de perspectives super intéressantes. Et toi, du coup, sur la partie chatbot, non, tu n'avais pas développé de chatbot pour l'instant ou... Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille. On a quelque chose pour en parler prochainement, j'espère. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur Power Apps, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Dans le cadre de Sales Team en particulier, dans les processus d'entreprise qu'on automatise, on fait appel déjà aujourd'hui à du Power Apps, et donc on embarque dans nos modèles d'équipe dans Sales Team des applications Power Apps. En fait, Sales Team aussi est un moyen de déployer rapidement du Power Apps à grande échelle. Donc ces nouvelles annonces de Power Apps dans Team et de leur meilleure intégration, c'est vraiment super intéressant. Ce qui a été annoncé au niveau du SSO, c'est effectivement nouveau dans Power Apps, mais c'est lié à quelque chose de plus profond. C'est que le SSO maintenant est disponible pour toutes les applications tierces, comme Sales Team ou comme n'importe quelle autre application du store. Donc en fait, le SSO est quelque chose de plus large, qui n'est pas uniquement lié à Power Apps. Mais Power Apps en bénéficie. Et Power Apps bénéficie surtout désormais de la capacité de comprendre dans quel contexte il est exécuté. En clair, j'ai un Power Apps dans une équipe. Historiquement, Power Apps n'était pas capable de savoir dans quelle équipe il était. Maintenant, en fait, il a vraiment accès à un certain nombre d'informations qui sont dans quelle équipe je suis, dans quel channel, comment j'ai été ajouté, etc., etc. Et donc, ça va permettre non seulement de mettre du Power Apps plus facilement avec le SSO, mais aussi de rendre Power Apps plus intelligent ou plus
plus contextualisé en fait. Donc ça, c'est vraiment aussi très très intéressant. Et donc le fait de pouvoir intégrer du Power Apps dans les modèles d'équipe, c'est vraiment quelque chose de fondamental et ça génère plein de nouveaux usages pour nous. C'est vraiment super intéressant. Et ben, c'est vrai que en fait ça va être vraiment bien et on va avoir aussi du coup les listes hein, puisque il y a eu une annonce notamment sur les nouvelles listes. Et alors par contre j'ai pas trop vu si c'était intégré ou pas à Teams, mais je pense qu'on Ouais. devrait les voir Alors ça, assez rapidement aussi dans Teams. ouais. J'espère. Non, ça arrive bientôt dans Teams. Pour des gens comme toi et moi, Kevin, qui ont travaillé sur SharePoint depuis très longtemps, moi depuis 2001 en fait, c'est incroyable. Cette réapparition, cette renaissance des listes SharePoint sous forme de Microsoft List, sous forme d'application indépendante, c'est vraiment très 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 puissant. Ils ont fait quelque chose d'assez relativement simple. Ils commencent à aller sur le terrain d'applications tierces de gestion de liste ou de gestion de table en fait en ligne. C'est assez intéressant de voir comment Microsoft évolue là-dessus. Je pense que le vrai challenge de Microsoft, c'est l'expérience utilisateur là-dessus. Parce que Ah, historiquement, on oui. pouvait faire plein de choses, c'était super puissant, les listes dans SharePoint, hein, pas de débat. Mais pour le rendre simple ou accessible à des utilisateurs, c'était une autre histoire. Et donc là, de ce que j'en ai vu, et je ne sais pas si tu partages mon avis, je pense qu'ils sont allés dans la bonne direction. Je Mais partage tout à fait. pour moi, la première approche reste quand même, il y a beaucoup de fonctionnalités, et à mon sens, trop pour une première version. Mais on verra le retour terrain. Je suis très curieux d'avoir des utilisateurs de ce type de solution qui peuvent commencer à l'utiliser et faire des feedbacks. Je suis très intéressé d'avoir ça. Eh ben écoute, de toute façon, je pense qu'on va en avoir assez rapidement. Ouais. Alors dans les dernières news sur Teams, bah, je pense que c'était tout. Après, j'en ai une petite, alors qui est un petit peu plus drôle. C'est plus pour l'histoire des vieux informaticiens comme nous. Ceux qui ont connu le GW Basic à la grande époque sous Oui. MS-DOS. Eh bien, Microsoft en fait a publié le code source hier du GW Basic. Donc c'est un outil mythique parce que bah, c'était le premier outil de développement qu'on avait à l'époque en ligne de commande sur un écran noir et vert. Donc c'est sorti en février 83, c'est-à-dire à peu près 1 an et 15 jours avant que je naisse pour Mm. situer un peu. Et donc, c'est disponible directement sur GitHub. Donc, bah, du coup, ceux qui ont envie de tester ou de voir comment ça fonctionne et pourquoi pas peut-être en développer une nouvelle version, bah, maintenant, c'est disponible et vous pouvez aller le consulter. Je sais pas Sauf si tu avais erreur de ma utilisé, toi. part. Non, alors oui, j'avais utilisé GW Basic, je fais partie des vieux, comme tu viens de le dire. Faites juste attention, c'est que oui, ils ont publié le code source sur GitHub. Deux nuances. La première, c'est qu'ils n'acceptent pas de pull request. En clair, c'est pas quelque chose qui va évoluer. Ils le publient je dirais, à des fins de, c'est comme un musée, quoi. Hein. C'est Mm. vraiment pour l'histoire. Et deux, je suppose que ça n'est pas utilisable tel quel sur n'importe quel environnement et que par conséquent, il faudra un émulateur ou quelque chose pour le faire tourner. Donc, j'ai pas eu le temps de creuser parce que j'avoue que le projet m'intéresse et je trouve ça vraiment super fun. Mais je suis très curieux de voir comment on peut l'utiliser ou comment on peut faire joujou avec. Mais je vais regarder. Bah, il faudra tester avec Windows Terminal, peut-être. Je passe ma vie dedans, donc oui, avec plaisir. Eh bien, du coup, on a terminé pour les news du jour. Donc, je te propose de passer aux questions-réponses. D'ailleurs, j'en profite Allez. pour les auditeurs qui êtes connectés. Vous avez un module de questions-réponses sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, Guillaume pourra y répondre. Avec plaisir. Euh, Toute première question, Guillaume. Dans ta carrière, quel a été ton moment le plus sympa? Oh, le plus sympa. Euh, Ça, c'est une formidable question. Je sais pas si ça a été le plus sympa, mais non, ça n'a pas été le plus sympa. Mais je vais répondre un peu à côté. Le plus intéressant, ou le plus instructif en tout cas, c'est quand j'ai lancé ma première société et que, après un certain temps, ça a vraiment pas marché. Je l'ai bien planté.
Et que, après tout, ça a été assez difficile. Et après tout ça, en fait, j'ai quand même compris que c'était ce que je voulais faire, malgré cette expérience. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Et donc j'ai recommencé. Et cette étape-là de je recommence, ça a été un moment vraiment agréable en fait. Après une période qui avait été difficile et tout. Et donc c'est un peu paradoxal, mais ouais, cette période-là a été très stimulante en tout cas. Très très stimulante. Et puis j'avoue qu'aujourd'hui, c'est sympa parce que je m'éclate et que ça me permet de voyager et je vois d'autres pays. Donc là, je suis dans une période qui est aussi super sympa. Eh ben écoute, merci pour ce partage et effectivement, ça a l'air d'être bien. Ouais, c'est fun. Euh, Tu es plutôt sushi ou burger? Définitivement sushi et je suis très 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 Japon en fait. J'ai une passion pour le Japon et la culture japonaise, donc sushi définitivement. Même si aujourd'hui en Californie je suis très burger, hein, mais Ils n'ont pas encore inventé le burger au sushi. aussi. Si, si, Si. si, si. Il y a un... Ah, si, si, si. En fait, c'est 2 tranches de riz avec du poisson dedans, hein. Ça existe vraiment, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais. Ah, ils sont forts, ces Américains. Si tu devais emmener quelque chose avec toi et être seul sur une île déserte, avec au choix un sur Facebook 3 ou Vesa Juvonen, tu choisis quoi? Vesa, pour pouvoir discuter, sérieusement. Définitivement. Et je suis pas un énorme fan du sur Facebook 3 en fait. C'est une machine non, une machine qui est intéressante, mais pour mon propre usage, en fait, j'ai plutôt besoin le côté touch de l'écran, le côté convertible en fait en mode tablette. C'est pas quelque chose que j'utilise. Donc pour moi, c'est une machine qui est coûteuse pour ce que j'en ferais. Voilà. Puis je préfère être avec quelqu'un en fait. Bonne réponse. Enfin, de toute façon, les deux étaient bonnes, mais Euh, quelle est ta façon préférée de te détendre après une dure journée de travail? Oh, beaucoup de musique. Euh, et depuis que je suis ici, là ça fait quelques mois maintenant, j'ai passé beaucoup de temps au confinement. Donc pour l'instant c'est pas mal lecture et musique. Mais pour les périodes où j'étais pas en confinement, j'avoue que maintenant habiter au bord de l'océan, ça permet en quelques minutes de se retrouver sur une plage. Tu parlais de Santa Monica ou de Santa Barbara, tu vois, c'est à 30 minutes d'ici. Donc, j'avoue que maintenant, je pense que ça va devenir une bonne habitude pour moi de détente. C'est un luxe, vraiment un luxe incroyable. Ah bah oui, oui, et puis c'est vrai que c'est une sacrée plage en plus là-bas, donc Ouais, tu vas absolument. peut-être te mettre au surf? Non, non, faut pas exagérer. Le sport, ça Non, reste quand même très très loin pour moi. Non, non. d'accord. Puis on a dit détente, faut pas exagérer. Ok. La semaine dernière, il y avait la conférence en ligne Microsoft Build. Mhm. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, en fait, vous pouvez vous rendre sur mybuild.microsoft.com pour revoir les enregistrements faits des différentes sessions. Et du coup, Guillaume, toi, en fait, tu as vu certaines conférences qui étaient intéressantes. Quelle Mhm. serait celle que tu conseillerais à nos auditeurs? Alors, je vais vraiment parler de celles qui m'ont intéressé. Évidemment, j'ai regardé l'ensemble, pas l'ensemble, mais une grosse partie des sessions sur Teams, évidemment. Même si par le fait qu'on soit MVP, il y avait pas mal d'éléments qu'on avait déjà un petit peu, mais c'est toujours intéressant de voir quelle est la direction et comment Microsoft présente les choses. C'est-à-dire pas uniquement qu'est-ce qu'ils présentent, mais comment ils le présentent, quel est le vocabulaire qu'ils emploient. Ça en dit beaucoup, je pense, sur la suite des événements. Un point, moi, qui m'a particulièrement intéressé, mais parce que je l'utilise beaucoup, c'est Windows Terminal, parce que je Mhm. l'utilise énormément, et qui vient de passer en V1, et c'est un outil que j'utilise au quotidien. Donc, c'est un outil qui est en bêta, qui passe en V1, et qui est vraiment très intéressant. Ils ont bien progressé. C'est un projet qui est en open source, sur lequel on peut vraiment soumettre des idées. Il y a pas mal de sous-projets en open source qui sont en train de se développer aussi. Donc, c'est un petit projet technico-technique, entre guillemets. C'est pas le projet le plus visible dans l'environnement Microsoft,
mais c'est celui qui est vraiment stimulant du point de vue techno. Ils font des choses vraiment intéressantes avec. Donc il y a du défi technique, etc. Donc les sessions sur Windows Terminal et sur WSL, puisque c'est aussi ce que j'utilise beaucoup. Donc le sous-système Linux. Il y a notamment ce qu'ils ont commencé à présenter, le fait de pouvoir utiliser les applications Linux en mode desktop depuis Windows. Donc avoir vraiment quelque chose de complètement transparent maintenant. Ça brûle les lignes en fait. Ça rebat un petit peu les cartes. C'est assez intéressant ce que Microsoft fait. Donc je trouve que c'est les sessions qui, du point de vue technique, étaient les plus stimulantes. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume, pour ce Avec partage. plaisir. Je regarde si on a eu des questions. A priori, on n'en a pas eu. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez retrouver Guillaume, toutes ses coordonnées sont disponibles sur le site mvp.microsoft.com. Vous pouvez également aussi, bien sûr, le retrouver sur LinkedIn. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va commencer notre journée de travail puisqu'il est 9 heures. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Merci Guillaume et on se Merci retrouve Kevin. demain pour notre invité Gilles Pommier. Voilà, bah, écoute, profite de la nuit de Los Angeles. Exactement, exactement. Merci encore pour l'invitation, Kevin. À très bientôt. Et à très bientôt. Bye. Merci beaucoup. Bye.